Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 3 de spécialité du baccalauréat série S Métropole de juin 2015. Si jamais certaines questions te posent des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur les liens SOS ici à droite. Ils te mèneront vers une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail tout le principe de la méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse donc prendre connaissance de la première question et y répondre. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, question très facile. Je pense que cela ne t'a pas posé de problème. Il suffit de remplacer 3 et 4 dans l'équation. Donc, je remplace respectivement 3 et 4 pour x et y. Tu effectues le calcul et tu trouves effectivement 1. Donc, cela signifie bien que 3, 4 est solution de E. Tu peux donc attaquer la question suivante et mettre la vidéo en pause. Correction. Donc là, on voudrait montrer que xy est solution de E si et seulement si 7 facteurs de x moins 3 est égal à 5 facteurs de y moins 4. Alors, si et seulement si, cela veut dire que la démonstration doit se faire dans les deux sens. On va déjà commencer à l'effectuer dans le sens direct. On va donc supposer que xy est solution de E. Et on va prouver donc la deuxième expression. Donc, dans le premier sens, on suppose que xy est solution de E. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a évidemment que 7x moins 5y est égal à 1, nécessairement. On a vu tout à l'heure que 3, 4 est solution de E, ce qui veut dire que 7 fois 3 moins 5 fois 4 est égal à 1. On a deux équations, on va pouvoir les soustraire membre à membre, ce qui donne, eh bien, 7x moins 7 fois 3, moins 5y, moins, donc plus 5 fois 4, est égal à 1 moins 1, 0. Ici, je peux factoriser par 7, ça fait 7 facteurs de x moins 3, moins, je factorise par moins 5, soit y moins 4 pour le deuxième facteur. 5 fois y moins 5y, moins 5 fois moins 4, plus 5 fois 4, est égal à 0. Bon, ben là, on a terminé. Ça, c'est ce qu'on voulait démontrer. 7 facteurs de x moins 3 est égal à 5 facteurs de y moins 4. On vient donc de prouver que la propriété est vraie dans le sens direct. Prouvons-la maintenant dans le sens réciproque. C'est-à-dire, eh bien, on va supposer qu'on a là un couple xy qui vérifie 7 facteurs de x moins 3 égale à 5 facteurs de y moins 4. Et on va prouver que dans ce cas-là, xy est également solution de E. Bon, c'est assez facile. On développe ici, ça nous donne 7x moins 21 est égal à 5y moins 20. Je ramène le y à gauche, ça fait 7x moins 5y est égal, je renvoie le 21 à droite, 21 moins 20. 21 moins 20, ça fait 1. 7x moins 5y est égal à 1. Eh bien, 7x moins 5y est égal à 1. Ça prouve bien que xy appartient à E. Voilà qui est noté. Tu peux donc passer à la question C et mettre la vidéo en pause. On corrige ensuite. Correction. Alors, bien pour le démontrer, on ne va pas partir de l'ensemble E tel qu'il est défini au départ dans l'énoncé. Vu qu'on vient de prouver l'équivalence, dire que xy appartient à E, le couple xy appartient à E, c'est pareil que dire que 7 facteurs de x moins 3 égale à 5 facteurs de y moins 4, eh bien, on va partir de ça pour prouver la propriété du petit c. Donc, là encore, c'est une démonstration qu'il va falloir faire dans les deux sens. Et on va commencer donc par partir d'un couple xy qui appartient à E. Donc, solution de E. Et à partir de là, d'après la question petit b, on a que xy vérifie
l'équation 7 facteur de x moins 3 est égal à 5 facteur de y moins 4. Prouvons, en partant de cette égalité, que x, y peuvent s'écrire en fonction de k, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Mais pour cela, on va utiliser le théorème de Gauss. On voit là ici que 7 divise nécessairement 5 facteurs de y moins 4. Mais 7 et 5 sont premières entre eux. D'après le théorème de Gauss, nécessairement, 7 divise y moins 4. On peut l'écrire. On a donc nos deux conditions pour faire tourner Gauss. La conclusion, 7 divise y moins 4. Si 7 divise y moins 4, cela veut bien dire qu'il existe un entier relatif k, tel que 7k égale y moins 4. Voilà, on y est presque. Je balance le 4. Ça fait y est égal à 7k plus 4. Bien, c'est bien ce qu'on nous demande de prouver dans le système. C'est la deuxième ligne, y égale 7k plus 4. Alors pour x, ça va aller très vite. Je retourne ici à cette ligne, 7k égale y moins 4. Et je reprends mon équation de départ. Je vais simplement remplacer ici, dans l'équation de départ, y moins 4 par 7k. Ça donne quoi ? Ça nous fait 7 facteurs de x moins 3 égale à 5 multiplié par 7k. Eh bien, j'ai ici 7 et là j'ai 7. Je peux donc simplifier par 7. Qu'est-ce qui nous reste ? X moins 3 égale à 5k. Autrement écrit, x est égal à 5k plus 3. Avec le même cas, on a donc prouvé que x est égal à 5k plus 3, y égale à 7k plus 4. Voilà. K appartenant à Z. Voilà pour le sens direct. Reste maintenant à prouver la réciproque. Alors la réciproque, c'est assez simple. On va donc partir cette fois-ci du système et on va devoir prouver que ces x, y là, effectivement, appartiennent à eux. Pour cela, on va tout simplement remplacer dans l'équation de départ, donc le 7x moins 5y, les valeurs de x, y qui sont données en fonction de k, et vérifier que tout ça, ça fait bien 1. Allons-y. Donc, on va partir de 7x moins 5y. Je substitue, ça fait donc 7 facteurs de 5k plus 3, moins 5 facteurs de 7k plus 4. Soit, on développe 35k plus 21, moins 35k, moins 20. Les 35k s'en vont, il reste 21 moins 20, soit 1. Eh bien, 7x moins 5y est égal à 1. On peut donc conclure que x, y est dans ce cas-là solution de E. Voilà, la réciproque est démontrée. On peut donc passer à la partie 2. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour y répondre. Correction. Bien, on nous dit, alors, problème concret, qu'on a 25 jetons, des rouges, des verts et des blancs, et on sait que les rouges et les verts sont liés par la relation 7x moins 5y est égal à 1. À partir de là, je voudrais savoir combien j'ai de rouges, de verts et de blancs. Il peut y avoir plusieurs solutions, il peut ne pas avoir de solution. On va tester ça, et pour cela, on va s'en référer à ce qu'on a vu juste avant. On vient de prouver que finalement, le fait que 7x moins 5y est égal à 1 est équivalent à x est égal à 5k plus 3 et y est égal à 7k plus 4, k appartenant à z. On va tester et on va prendre différentes valeurs de k. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que k est nécessairement positif. Parce que si je prends un k négatif, j'arriverai à un x et un y négatif. On ne peut pas avoir un nombre négatif de jetons. Donc la plus petite valeur de k que je peux prendre, c'est k égale à 0. Qu'est-ce qui se passe si k égale à 0 ? Eh bien, j'ai x qui est égal à 5 fois 0 plus 3, soit 3.
J'ai dans ce cas-là y qui est égal à 7 fois 0 plus 4, soit 4. Et du coup, le nombre de jetons blancs, que je vais appeler petit b, sera égal à 25 moins 3 moins 4, soit 18. Eh bien, si k égale à 0, on a 3 jetons rouges, 4 jetons verts et 18 jetons blancs. Ça, c'est une première solution. Est-ce qu'on a une deuxième solution, voire d'autres? On va essayer avec k égale à 1. Et on va faire de même. Dans ce cas-là, x sera égal à 5 fois 1 plus 3, soit 8. Y sera égal à 7 fois 1 plus 4, soit 11. Et dans ce cas-là, le nombre de jetons blancs sera de 25 moins 8 moins 11, 6. Eh bien, on a une nouvelle répartition du rouge, du vert et du blanc lorsque k égale à 1. Est-ce que k égale à 2 convient également? Alors, si on prend k égale à 2, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déjà faire pour x 5 fois 2 plus 3, donc on sera à 13. Pour y, 7 fois 2 plus 4, 18. Donc 13 plus 18 dépasse 25, ça ne marche plus. Donc si k égale à 2 ne marche pas, k égale à 3, 4, donc toute valeur de k supérieure ou égale à 2 ne fonctionneront pas non plus. Du coup, les deux seules solutions possibles sont ces deux répartitions. Voilà pour la partie 2, tu peux attaquer la partie 3 et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, pour bien comprendre, j'ai fait un petit schéma. Ce schéma s'appelle en réalité un graphe. Mais avant de t'expliquer ce schéma, on va déjà traduire les probabilités que l'on connaît. D'ailleurs, on les connaît toutes. On nous dit qu'on a 3 jetons rouges et 4 jetons verts. À partir de là, bien, je sais que la probabilité de tirer un jeton rouge, elle est de 3 sur 25. La probabilité de tirer un jeton vert, j'en ai 4, sera de 4 sur 25. Et la probabilité de tirer un jeton blanc, eh bien je fais 25 moins 4 moins 3, du coup j'aurai 18 jetons blancs, elle sera de 18 sur 25. D'ailleurs, on peut en donner des valeurs décimales, 0,72 pour les blancs, 0,16 pour les verts et 0,12 pour les rouges. Maintenant, traduisons l'énoncé qui est assez long. On nous dit, lorsqu'on est en A, donc là on est en A, si je tire un rouge, le pion va en B. Donc si je tire un rouge quand je suis en A, c'est pour ça que j'ai mis rouge ici, je vais en B, le pion va en B. On va donc en B avec une probabilité de 0,12. Je poursuis la lecture. Si le jeton est vert, le pion va en C. Donc, étant en A, si je tire un jeton vert, le pion va en C. Mais la probabilité de tirer un jeton vert est de 0,16. Donc, on va en C avec une probabilité de 0,16. Enfin, si le jeton est blanc, le pion reste en A. La probabilité de tirer un jeton blanc est de 0,72. Donc, la probabilité de rester en A est de 0,72. Ça, c'est partant de A. On peut faire exactement la même chose partant de B et partant de C. Donc, je vais de la même manière compléter ce graphe. Je te laisse comparer. Si tu souhaites le faire seul, tu peux mettre la vidéo en pause. Voilà qui est fait. Maintenant, répondons aux questions qui sont posées. La première question est de déterminer la matrice ligne x0. Alors ça, c'est une question très facile. La matrice ligne x0, on sait qu'au départ, on est en A. Donc la probabilité de se trouver en A est de 1, de se trouver en B, 0, de se trouver en C, 0. Ce qui veut dire que x0, je vais l'écrire ici, est la matrice ligne 1, 0, 0. Là où ça se complique, c'est pour prouver que xn plus 1 est égal à xn t. Alors, avant de prouver ça, eh bien, il va falloir déterminer les valeurs de an plus 1, bn plus 1, cn plus 1 en fonction de an, bn et cn. Tout simplement parce que xn, c'est an, bn, cn,
Et xn plus 1, c'est an plus 1, bn plus 1, cn plus 1. Donc on va décomposer cette écriture matricielle en une écriture en 3 lignes. Commençons déjà par an plus 1. Alors, an plus 1, c'est donc la probabilité de se retrouver en A. Eh bien, cette probabilité se décompose en 3 parties. La première, eh bien, c'est d'abord d'être resté en A au tour d'avant. Au tour d'avant, j'étais en A. Je reste en A avec une probabilité de 0,72. Cela veut dire que, étant en A, je reste en A avec une probabilité de 0,72 AN. Plus, si j'étais en B, quelle est la probabilité que je retourne en A? De 0,12. Donc la probabilité que je retourne en A étant en B, elle est de 0,12 fois Bn. Probabilité d'être en B au tour d'avant, multipliée par 0,12 la probabilité de retourner en A. Plus, étant en C, quelle est la probabilité de retourner en A? Eh bien, elle est de 0,12 multipliée par Cn. Étant en C au tour d'avant, je retourne en A avec une probabilité de 0,12. Donc je multiplie les deux probabilités. Voilà pour AN plus 1. Eh bien on va faire pareil pour BN plus 1 et CN plus 1. Alors je vais encore le faire pour les deux premiers termes et après je te laisserai le compléter tout seul. Donc probabilité de me retrouver en B. Premier cas, si j'étais en A. Si j'étais en A, donc avec une probabilité AN, je vais en B avec une probabilité de 0,12. Donc je multiplie 0,12 fois AN. Ensuite, étant en B, quelle est ma probabilité de rester en B? Elle est de 0,72. Donc 0,72 fois Bn, plus, je poursuis pareil en C, et ensuite, pour la troisième ligne, je te laisse le faire, et je le fais hors vidéo. Voilà qui est noté, je te laisse comparer avec tes résultats. Reste plus qu'à transformer ceci maintenant en une écriture matricielle. Alors, ça peut paraître compliqué. En général, on passe plutôt de l'écriture matricielle et on fait les calculs, ligne-colonne, une fois qu'on a les matrices. Là, il faut le faire dans l'autre sens. C'est compliqué, oui, mais non. Parce qu'en réalité, on a la réponse. Il suffira juste de vérifier que ça marche. La réponse est qu'il faudrait avoir xn plus 1 égale à xn fois t. Écrivons-le, ceci, en détaillant xn plus 1 en matrice ligne avec an plus 1, bn plus 1, cn plus 1. Pareil pour xn et pareil pour t. Et regardons si effectivement ça marche. Alors voilà, j'ai enlevé l'énoncé pour un moment, juste le temps de vérifier que le calcul est juste, parce qu'il y avait un petit problème de place sur mon tableau. Vérifions si le coefficient an plus 1 est bien égal à cette somme. Eh bien, an plus 1 devrait être égal à an fois 0,72, bn fois 0,12, cn fois 0,12. an fois 0,72, bn fois 0,12, cn fois 0,12. Ça marche. Vérifions sur le deuxième pour s'en convaincre vraiment. Bn plus 1 devrait être égal à an fois 0,12, bn fois 0,72, cn fois 0,16. 0,12, 0,72, 0,16. Ça marche parfaitement. Tu peux vérifier encore sur le dernier. Tu verras que tu trouveras exactement pour Cn plus 1. Eh bien, on en a fini. On peut donc conclure que Xn plus 1 est bien égal à Xn multiplié par T. C'est prouvé. Tu peux donc passer à la question 4 petit a et mettre la vidéo en pause. Correction. Bien, voilà une question à faire avec la calculatrice. On nous demande de retrouver la matrice P connaissant la matrice P-1. En général, c'est le contraire qu'on te demande. Mais bon, c'est pas un souci. Parce que P, c'est quoi? Bien, c'est l'inverse de P-1. L'inverse de l'inverse. Tu retournes 2 fois. Tu retombes sur tes pieds. Donc, ce qu'il faut faire, c'est saisir tous les coefficients de P-1 dans la calculatrice. Bon, c'est assez laborieux. Et ensuite, de récupérer les coefficients de la matrice inverse de la matrice inverse. Et tu auras donc la matrice P. On trouve ceci, on peut le recopier. Voilà. Je te laisse donc poursuivre et mettre la vidéo en pause pour la question petit b.
Correction. Bien ici, on va démontrer le résultat par récurrence en commençant déjà par prouver que la propriété est vraie au rang initial, c'est-à-dire au rang 1, pour n égale à 1. Alors, c'est quasiment immédiat, puisque au rang 1, ça voudrait dire qu'il faudrait prouver que t puissance 1, c'est-à-dire t, donc que t est égal à p fois d fois p moins 1. Mais ça, c'est donné dans l'énoncé, donc l'initialisation est donnée dans l'énoncé, on peut l'écrire. Alors, démontrons maintenant l'hérédité. Et pour cela, eh bien, on va supposer que la propriété est vraie au rang k pour un entier k arbitrairement fixé. Vrai au rang k, cela veut dire que tk égale p dk p-1. On peut le noter. Démontrons que cette propriété est vraie au rang k plus 1. C'est-à-dire il faudrait montrer qu'on a la même chose, mais avec ici k plus 1 et là k plus 1. Bon, on va tout simplement calculer t k plus 1. Alors tk plus 1, bon, on sait que c'est tk multiplié par t. tk, je l'ai juste au-dessus, je vais le recopier. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence, c'est p dk p-1. T, t, je l'ai aussi juste au-dessus. Ça, c'est l'initialisation, c'est-à-dire p d p-1. Reste maintenant à simplifier ce gros produit de matrices et tu vas voir que ça va aller très vite. P-1 fois P, ça donne la matrice identité. Donc on peut l'enlever, ce qui fait qu'il reste P, dk, D, P-1. Mais dk fois D, dk fois D, ça fait D, K plus 1. P devant, P-1 derrière, et on en a terminé. On vient de prouver que tk plus 1 est égal à P, dk plus 1, P-1. C'est bien ce qu'il fallait démontrer, que la propriété est vraie au rang K plus 1, en supposant qu'elle est vraie au rang K, K arbitrairement fixé. L'hypothèse de récurrence nous a permis de prouver qu'elle était vraie au rang K plus 1. On peut conclure, elle est vraie pour tout n. Voilà qui est noté. Là encore, je suis allé assez vite sur la démonstration par récurrence. Je n'insiste pas sur le principe. Si ce type de démonstration te pose problème, tu peux cliquer sur SOS. On peut poursuivre. Question petit c de la partie 4. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Bon voilà, là, ça c'est très vite fait. De toute façon, il n'y a rien besoin de justifier. Donc on sait que ici c'est une matrice diagonale. Je l'élève à la puissance n. Ça revient à élever chaque coefficient à la puissance n. Voilà le résultat. Tu peux passer à la partie 5 et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, cette question peut faire peur, mais en réalité, elle est très simple à résoudre et c'est très rapide. Tout est dit dans la ligne juste au-dessus. Xn égale à x0 tn. Je vais traduire ceci avec les coefficients. Ça donne quoi? Xn, c'est an, bn, cn égale à x0, c'est 1, 0, 0. Tn, c'est la matrice alpha n, bêta n, gamma n, et le reste, on s'en fiche. Du coup, si j'applique ici la multiplication sur les matrices, ça va me donner quoi? Ça va me donner que an égale à 1 fois alpha n, 0 fois ce qui est en dessous, 0 fois ce qui est en dessous. Donc, je n'ai pas besoin de savoir ce qui est en dessous, parce que ce produit-là me donne de toute façon an égale alpha n. Première ligne. Pour bêta n, pour bn, c'est pareil. Bn ici égale 1 fois bêta n, 0 fois ce qui est en dessous, 0 fois ce qui est en dessous, donc bêta n. Et pour Cn, c'est gamma n. Du coup, on a déjà exprimé an en fonction de alpha n, bn en fonction de bêta n, reste Cn. Alors Cn est égal à gamma n, mais on voudrait l'exprimer, c'est demandé dans l'énoncé, en fonction d'alpha n et bêta n. Alors ce qu'on sait, c'est qu'à chaque étape, le pion, il est soit en A, soit en B, soit en C. Il n'y a pas d'autre possibilité. Du coup, au niveau des probabilités, nécessairement, on aura alpha n plus bêta n, an plus bn plus cn qui doit être égal à 1. Puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité.
Ce qui veut dire que Cn est égal à 1 moins An moins Bn. Eh bien, suffit de remplacer ici dans le système. Eh bien, c'est égal à 1 moins An, c'est alpha n, et Bn, c'est bêta n. Et voilà, j'ai exprimé An, Bn et Cn en fonction d'alpha n et bêta n. Tu peux poursuivre et répondre à la question petit b et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, petit calcul de limite, donc j'ai recopié ici le système de tout à l'heure, avec An égale alpha n, Bn égale bêta n, Cn égale 1 moins alpha n moins bêta n. J'ai remplacé alpha n et bêta n par leurs expressions respectives données dans l'énoncé. Pour Cn, j'ai laissé dans cet état-là. On va voir que pour le calcul de limite, ça sera suffisant. Alors, calcul de limite, assez simple. On va le voir tout de suite. On va commencer déjà par calculer la limite de An. C'est-à-dire, eh bien, la limite de notre expression ici, 3 dixièmes, plus 7 dixièmes, multiplié par 0,6 puissance n. Mais tout est ici, en fait, puisque c'est dans cette expression, c'est le seul endroit où j'ai du n. 0,6 puissance n. En l'infini, c'est une suite géométrique, 0,6 puissance n. Suite géométrique de raison 0,6, donc qui est comprise entre moins 1 et 1. À partir de là, eh bien, la limite de cette expression-là est égale à 0. On peut l'écrire. Limite quand n tend vers plus l'infini de 0,6 puissance n est égal à 0. Du coup, eh bien, tout ça va tendre vers 0. Et An va simplement tendre vers ce qui reste ici, c'est-à-dire 3 dixièmes. On a ainsi la limite de An, qui est 3 dixièmes. Passons à Bn. Alors, la limite de Bn, c'est pas beaucoup plus compliqué, même si l'expression fait peur. On va la recopier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On retrouve notre 0,6 puissance n qui tend vers 0. Donc, du coup, 67 fois 0,6 puissance n va tendre vers 0. Donc, tout ça va s'en aller. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0,56 puissance n. C'est encore une suite géométrique dont la raison est comprise entre moins 1 et 1, strictement. Donc, 0,56 puissance n va également tendre vers 0. Du coup, tout ce terme-là va également tendre vers 0. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester 37 sur 110. Et c'est tout. On obtient la limite de Bn. Notons tout ça. Reste la limite de Cn. Pour calculer la limite de Cn, on va tout simplement calculer la limite de 1 moins alpha n moins bêta n. Mais alpha n c'est An, bêta n c'est Bn, c'est-à-dire la limite de 1 moins An moins Bn. Tout simplement parce que la limite de An, on l'a, c'est 3 dixièmes. La limite de Bn, on l'a, c'est 37 dixièmes. Donc pour calculer la limite de Cn, il suffit de faire 1 moins celle de An, 3 dixièmes, moins celle de Bn, 37 dixièmes. 37 110e, pardon. Eh bien, si tu effectues tout ça, c'est un petit calcul de fraction, je passe dessus, tu trouveras 4 onzièmes. Voilà la limite de Cn, suivie des limites de An et Bn. Tu peux passer à la dernière question et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, pourquoi on a fait tout ça? Quand on fait tendre n vers plus l'infini, c'est-à-dire on voudrait voir dans le cas limite, sur quel sommet on a le plus de chances de se trouver. On va répéter le jeu, répéter le jeu, et finalement on se rend compte, pour un très très grand nombre d'itérations, qu'on se trouvera sur le sommet A avec une probabilité de 3 dixièmes, sur le sommet B avec une probabilité de 37 110e, et sur le sommet C avec une probabilité de 4 onzièmes. La question nous demande, après un très grand nombre d'itérations, sur quel sommet a-t-on le plus de chances de se trouver? Il suffit tout simplement de comparer ces trois probabilités. Pour cela, il faut les mettre au même dénominateur. 3 sur 10, tu le mets sur 110, ça te fait 33
sur 110. Celui-ci, c'est 37 sur 110, donc on voit déjà que BN l'emporte. Reste à transformer 4/11e en 40 sur 110. Et on voit qu'en comparant ces trois probabilités, eh bien, c'est la dernière qui l'emporte. Autrement dit, c'est sur le sommet C qu'on a le plus de chances de se trouver après un très grand nombre d'itérations. Je ne l'écris pas, ceci conclut cette séquence qui était donc la correction de l'exercice 3 SP du baccalauréat de métropole de juin 2015.